Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur avec un invité de renom, Monsieur Arnaud, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. Aïe, ça fait mal d'entendre ça. Oui, je sais bien, mais après la transition s'est faite et aujourd'hui, avec la Ligue professionnelle de boxe anglaise, mine de rien, ça avance aussi pas mal. Au niveau de la boxe pro, ouais, ça avance très bien. Voilà, donc maintenant, il y a plein de projets qui aboutissent et qui prennent forme dans la boxe professionnelle. Et puis maintenant, il faut structurer le MMA, puisque le ministère a décidé de donner la délégation du MMA à la Fédération française de boxe. Donc il y a beaucoup de travail et plein de projets. Enfin, on est au début d'une nouvelle ère dans l'histoire des sports de combat en France et c'est passionnant. Et ça, c'est vraiment un gros morceau, on va dire, le MMA, parce que, mine de rien, en France, qui est quand même un pays où le noble art, il y a des superbes salles, il y a des belles réunions, on a l'impression que là, tout le monde est en train de se rendre compte de ce qui arrive avec le MMA. Le MMA, la force du MMA, c'est au-delà de son attractivité, c'est sa force digitale et sa force communautaire. Aujourd'hui, c'est pour ça que la boxe, ça nous intéresse. Les gens se sont demandé pourquoi la boxe, tout va très bien pour la boxe. On n'a objectivement pas besoin du MMA dans notre fonctionnement et dans notre financement, mais on n'est pas bête. On se dit, en associant la communauté du MMA, qui est très importante, à la communauté de la boxe, on a des intérêts communs. On fait grandir nos deux communautés tous les deux en France, exactement à un autre niveau, sur le même principe que McGregor, Mayweather. Voilà, bon, c'est un autre niveau évidemment. C'est la communauté de la boxe qui s'associe à la communauté du MMA, le business de la boxe associé au business du MMA, et on fait grandir nos deux disciplines et surtout on gagne en visibilité et surtout on élargit nos communautés. Et aujourd'hui, on se raisonne beaucoup dans le digital en termes de communauté. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir s'occuper du MMA, à la fois pour l'encadrer et le structurer, parce qu'on a les moyens de le faire, et aussi parce que ça va faire grandir la boxe. Et comment ça peut se passer exactement avec, on va dire, les grandes ligues? C'est surtout un travail au niveau amateur, ou justement, parce que quand l'UFC arrive, ils ont déjà, on va dire, tout prêt quasiment. Alors, l'UFC arrive avec un produit clé en main, mais devront évidemment s'adapter aux règles que nous avons fixées. Tout le projet que nous avons, toute la structuration du MMA, c'est un projet d'accompagnement sur 3 ou 4 ans. Ça part de l'amateurisme total, des enfants, jusqu'au professionnalisme, en passant par la formation des entraîneurs, en passant par les grades, par le médical. Enfin, tous les volets ont été scrupuleusement étudiés pour accompagner le MMA du mieux possible, jusqu'à sa structuration, jusqu'à son émancipation. Le but, ce n'est pas que la boxe s'accapare le MMA. Voilà. Nous, on est là pour l'accompagner et dans 3-4 ans, si tout va bien, le MMA pourra voler de ses propres ailes avec sa propre fédération autonome. Est-ce que, donc, potentiellement, on pourra avoir en France des galas avec des combats de MMA et des combats en anglaise? Bien sûr, ouais, ça ce sera évidemment possible. Alors le problème, ça va être de transformer le ring en cage en très peu de temps. On a rencontré les dirigeants du Bellator, ils ont la possibilité de le faire. Ils mettent leur cage au plafond, voilà, ils démontent le ring en 15 minutes et après ils font descendre la cage et donc c'est possible de le faire. Donc d'ailleurs ils ont prévu de le faire. Je pense que dès qu'on sera complètement structuré, toutes les lois seront passées, votées, c'est-à-dire en septembre-octobre. Normalement, les grosses organisations américaines ou étrangères pourront venir en France et puis il y aura évidemment des organisations franco-françaises. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui pour réussir, on va dire, à faire accepter le MMA? Parce que vous avez fait des reportages sur le sport il y a quelques années. Là, aujourd'hui, ça y est, on y est enfin. Est-ce qu'il y a toujours des freins où il y a ce besoin, on va dire, d'éduquer, d'expliquer? Alors, ça a été très long, très compliqué. Le chemin était vraiment semé d'embûches parce que d'abord, le MMA, par la sphère médiatique, par le monde politique et par le monde du sport également, qui avait très peur du MMA parce qu'ils avaient peur que ça leur prenne des licenciés. Donc, ils ont d'abord ignoré le MMA, puis ils l'ont sali, ils l'ont démoli, ils l'ont diabolisé. Et puis il a fallu une maturation, une maturité politique et aussi, on va dire, grand public pour éduquer les gens, leur expliquer que le MMA d'il y a 20 ans, c'est pas le MMA d'aujourd'hui. Les combats sans règles d'il y a 20 ans, sans gants, sans limite de poids, c'est terminé depuis très longtemps. Le MMA est un vrai sport. Donc le MMA a gagné en respectabilité au cours des années. Et puis là, il a fallu la décision politique, une décision courageuse. Il faut vraiment saluer le travail de la ministre Roxana Maracineanu parce que il faut vraiment un courage politique pour prendre cette décision parce que, vous l'avez souligné, c'est vrai, il y a des vents contraires. Il y a encore beaucoup de gens qui sont des détracteurs du MMA, sont toujours là et n'attendent qu'une chose, c'est que ça se plante, ça ne fonctionne pas. C'est des détracteurs qui sont dans le milieu politique et aussi ils sont très actifs encore dans le milieu sportif. Donc attention, c'est pour ça qu'on fait très attention à tout le processus d'encadrement et de structuration, à ne pas faire de faute, à ce qu'il n'y ait pas de faille. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et puis on voit aussi, mine de rien, que le MMA, c'est quand même
lucratif aussi, parce qu'entre l'UFC, le Bellator, le One Championship, il y a énormément d'organisations qui aujourd'hui sont bien structurées et permettent aux combattants de bien gagner leur vie et qui ont aussi rien à envier entre des galas d'anglaise et des galas de MMA, tout simplement. Le modèle économique du MMA pour l'instant, quand vous parlez de beaucoup d'argent, c'est sur les très très grosses organisations, c'est-à-dire UFC, genre Bellator. Les combattants du MMA français, ceux qui débutent, ils gagnent 3 fois rien. Ouais, mais comme partout dans le monde. Partout mais bon, c'est quand même largement en dessous du kickboxing et encore largement en dessous de la boxe. Il y a des minima en boxe pour des combats. Voilà, on a vu des combattants de MMA qui boxaient pour 300 €, pour 250 € en Belgique ou ailleurs. Voilà, ça n'existe pas en boxe. Voilà, en kickboxing les prix sont plus élevés et en boxe encore plus. Donc pour l'instant, l'économie du MMA, en tout cas en France, elle n'est pas encore faite. Après, ceux qui arrivent à percer à très haut niveau gagneront bien leur vie. Mais il y aura au début une très grande précarité pour les combattants professionnels de MMA. Faut pas se leurrer. Ah mais je veux dire, pour vous, c'est la priorité, c'est au niveau, on va dire, pour ceux qui débutent justement, parce que par exemple, le week-end dernier, quand il y a eu Wilder Fury, les premiers combattants, enfin le premier combat de la soirée, touchait 8 000 $, alors qu'à l'UFC, par exemple, le minimum, c'est 10 000 $. Donc, on peut se dire, mine de rien, que même si on arrive à être au plus haut niveau sur les plus belles cartes, même si on est en ouverture, ça peut être compliqué. Et donc là, en France, le travail, ça va être ça, de faire en sorte que ceux qui se lancent chez les pros puissent être dans les meilleures conditions possibles. Dans les meilleures conditions possibles. D'abord, on va structurer vraiment très amateur. Les pros, c'est vraiment une petite partie de la structuration. Voilà. 80% de la structuration, et notre travail, c'est sur l'amateurisme et sur pour l'encadrement médical, formation, etc. Concernant les pros, il va falloir d'abord déterminer qu'est-ce qu'un pro. Aujourd'hui, n'importe quel combattant français se dit combattant professionnel de MMA, sous prétexte qu'il touche 200 €. C'est pas l'argent qui fait le statut. En boxe, par exemple, on va s'inspirer de la boxe, il y a des critères. Pour passer pro, il faut avoir fait tant de combats amateurs, avec un palmarès positif. Sinon, on n'est pas prêt à passer pro. Ce genre de critères qu'on va adapter évidemment aux exigences et au monde du MMA. Voilà, avec les acteurs du MMA, on va déterminer quels seront les critères pour passer professionnel. D'accord. Et seulement, c'est pas... Un combattant ne va pas décréter lui-même je suis pro. Non, il faut passer des critères, quoi. Voilà, avoir entre guillemets son diplôme de pro, quoi. Voilà, parce que c'est, encore une fois, il faut faire très attention. Voilà, ça reste un sport dangereux, comme l'est la boxe ou le rugby ou les sports vraiment sport de contact. Et on peut pas se décréter comme ça professionnel. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Et est-ce que vous allez créer, je sais pas moi, un espèce de label qui va permettre aux combattants, par exemple français, de se dire j'ai tout intérêt à rester en France au début pour que justement ma carrière soit, on va dire, poussée et reconnue plutôt que d'aller directement aux États-Unis par exemple? Alors ce qui est sûr, c'est qu'avant d'aller aux États-Unis, maintenant il va y avoir toutes les organisations américaines ou étrangères vont garder un œil sur la France. Donc il va y avoir plusieurs organisations qui vont avoir lieu, organisées par des promoteurs privés français ou par des clubs, parce que ce sera possible aussi que les clubs organisent leur propre gala. Et puis on va faire monter les boxeurs comme ça, et puis l'UFC viendra piocher les meilleurs. Voilà, donc en tout cas il y a besoin d'avoir pas un centre de formation, mais plusieurs galas d'expérimentation qui vont permettre à des boxeurs de se révéler. Et quand ils auront 10, 15, 20 combats, peut-être que l'UFC sera intéressé, ou le Bellator, pour aller les piocher et leur proposer un vrai plan de carrière avec plusieurs centaines de milliers de dollars à la clé. Et concrètement, ça va être un travail, on va dire, directement avec les organisations, parce qu'il va peut-être y avoir aussi une montée comme ça, je sais pas moi, le French Fighting Championship qui va être créé. Bien sûr, c'est là le champ des possibles, il est très très large, voilà, mais toujours évidemment très très encadré. Pour organiser en France, il y aura un cahier des charges. N'importe qui pourra dire ne pourra pas dire je vais organiser avec mes copains de club. Non. Déjà pour avoir un club, il va falloir que le club soit affilié avec des entraîneurs diplômés, avec un diplôme officiel de MMA. Donc voilà, tout ça va prendre un petit peu de temps. Donc tout ça sera très sérieusement encadré. Et puis après, oui, il peut y avoir, si un promoteur français, voilà, comme en boxe par exemple, il va y avoir peut-être 4-5 promoteurs français qui vont émerger, voilà, mais il faut qu'ils trouvent leur modèle économique. C'est compliqué de trouver de l'argent pour organiser. Parce que c'est quoi? C'est la billetterie, c'est le sponsoring et c'est les collectivités locales. Mais dans un premier temps, les collectivités locales vont être un peu réticentes à donner de l'argent à un sport qui a encore besoin de respectabilité et qui souffre encore de cette image de attention, ce sont des fous furieux dans une cage, voilà. Donc dans un premier temps, le modèle économique va être difficile à trouver pour les organisateurs français. Et puis, s'ils ont la chance d'avoir des droits télé, c'est magnifique. Mais avant d'avoir des droits télé, il va falloir convaincre les télévisions d'investir dans le MMA. Et ça, c'est pas gagné. Donc il y a en gros, il y a toute une période d'attente, d'observation de 1 ou 2 ans, je pense, pour que les acteurs économiques viennent vraiment investir dans le MMA français.
Je parle pas des grosses organisations qui, eux, arrivent clé en main, boum, ils ont leur modèle économique. En France, il va y avoir il faut à peu près 1 an ou 2 pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fait de l'audience, est-ce que ça attire du public. Voilà, ça c'est des petites incertitudes qu'on peut avoir autour du MMA. Et pour vous, quel va être le plus gros challenge, on va dire, le point qui va être le plus important de manœuvrer? Le point le plus compliqué et le plus urgent, c'est de réussir à fédérer tous les différents courants du MMA, qui revendiquent tous la paternité du MMA, qui ont tous des égos surdimensionnés, voilà. Et dans ce concours de muscles, le MMA c'est moi, il va falloir mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il faut bien comprendre que le MMA, là, il a une chance historique. C'est la légalisation, c'est la grande victoire de MMA. Du MMA, peu importe soit la boxe, la lutte, on s'en fiche. Voilà. Ce qui compte, c'est le MMA, et c'est un CDD que nous donne le ministère. C'est-à-dire que c'est un CDD de 4 ans avec une période d'essai d'1 an. Voilà. À l'issue de ces 4 ans, soit ce CDD se transforme en CDI, c'est-à-dire une légalisation totale, officielle avec l'indépendance de la fédération, soit ça se termine, fin du contrat, et on repart pour 10 ans d'interdiction. Donc c'est un virage à vraiment ne pas rater. C'est pour ça que tous les acteurs du MMA ont intérêt à s'entendre, à mettre leurs petits égos de côté pour faire avancer la cause du MMA. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on fait très attention. Nous, quand on a déposé notre projet, on s'est engagé avec personne. On a rencontré des gens, tout le monde, voilà, mais on n'a pas dit à un tel, tu seras toi, tu incarneras toi la présidence du MMA. Personne. On va faire des assises du MMA là, fin mars, début avril, en appelant tous les acteurs du MMA pour travailler ensemble. Et ceux qui travailleront, qui auront envie de s'investir, eh ben, pourront vraiment occuper des postes à responsabilité. Ce seront les gens du MMA qui encadreront le MMA. Mais il faut d'abord que des gens travaillent et qui mettent leurs égos de côté. C'est pas celui qui parle le plus fort qui aura raison. Complètement, et oui. Et puis, très important, c'est que les gens du MMA n'ont pas encore la culture fédérale. La culture fédérale, en France, elle est basée sur le bénévolat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner. Le mec qui va être président de la commission du MMA ou futur président de la fédération du MMA, il n'y a pas 1 euro à gagner. Et pareil pour les présidents de commission ou ceux qui siègent dans les commissions. Donc ça va faire réfléchir à tous ces fantasmes, des gens qui ont des fantasmes sur le MMA va arriver avec des millions de dollars. Non, c'est pas vrai. C'est archi faux. Pas du tout. Les combattants vont pouvoir en profiter, heureusement, tant mieux pour eux, voilà. Mais les structures, certainement pas. Est-ce que vous avez compris toutes les critiques quant à le fait que c'était la boxe? Bien sûr. Pour moi, c'était l'avantage de la boxe, c'est qu'il y a cette habitude, on va dire, des galas importants en France. Et puis surtout, on va dire, en amateur, il y a quand même un certain vivier, et puis chez les professionnels, il y a quand même du monde. Et est-ce que vous vous êtes dit, bah effectivement, par exemple, je sais pas moi, le kickboxing aurait pu, ou la lutte, aurait pu justement récupérer tout ça? Alors tous ceux qui ont déposé un dossier pour l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt pour récupérer la délégation du MMA, tous ont bien travaillé, tout le dossier était assez cohérent, voilà. Je comprends la surprise des gens de se dire, ah pourquoi la boxe? Voilà. Déjà, comme si c'était incroyable. Enfin, la boxe est une composante essentielle du MMA. Complètement. Voilà, 80% à peu près des combats qui se terminent par KO en MMA le sont sur des techniques de boxe anglaise. Donc, quoi qu'on en dise, la boxe est une composante très très importante. Ensuite, on avait un dossier qui était intéressant parce qu'on cochait toutes les cases en fait. L'AMI avait à peu près 28 points à faire respecter. Et nous, on s'est dit, bah attends, mais nous, de la boxe, on a vu les points, on a étudié ça, puis on est parti les derniers, c'est vrai, on s'est déclaré les derniers parce qu'on voulait être sûr qu'on avait les moyens structurels, techniques et financiers d'accueillir le MMA. Nous, on n'a pas cette logique-là de dire on le veut à tout prix parce qu'on en a besoin. On n'en a pas besoin du MMA. Mais on a la capacité à l'accueillir. Et donc, on a rempli point par point, et puis on s'est aperçu quoi? Que on était une fédération saine financièrement depuis des années, c'est un facteur prépondérant, ce qui exclut ceux qui ne sont pas sains, et il y en a pas mal parmi les candidats. On est une fédération qui olympique, voilà. Une fédération olympique, en quoi c'est important? Parce que dans la perspective des Jeux de Los Angeles en 2028, le MMA espère être un sport olympique, et ils ont de gros moyens pour ça. On est une fédération dont la commission médicale est réputée pour être la plus pointilleuse, la plus performante en France. Nos protocoles médicaux sont très pointus, bien plus qu'au kickboxing, et bien différents de ceux de la lutte ou du judo. Voilà. On est la seule fédération d'avoir une ligue professionnelle. On a 600 boxeurs pro, on gère à peu près 400 galas par an, c'est 2000 combats. On contrôle tout, administrativement, financièrement, médicalement évidemment. Donc tout ça fait que vraiment on a vraiment le profil pour accompagner le MMA, et le ministère des Sports a considéré qu'on avait on a porté parmi les candidats
nous étions la fédération qui apportait le plus de garanties, voilà, de garanties techniques, structurelles et financières pour accompagner le MMA. Et puis une chose aussi très importante, c'est que le fait que nous on soit engagés avec personne, voilà, ça garantit notre neutralité et notre indépendance. On est les hommes de personne, d'aucun courant du MMA. Et donc on est très ouvert. Et puis pour porter le projet, il fallait que des gens soient investis. Ces gens-là n'étaient pas à la Fidel Box il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, là, je suis arrivé, moi, personnellement, j'ai toujours été un grand partisan du MMA, même si professionnellement, ça m'a valu des petits ennuis. Quand je fais des reportages sur le MMA, même certains présidents de fédération qui détestent le MMA m'ont vraiment embêté comme autant qu'ils le pouvaient. Voilà, donc le Lionel Brézéfin, qui est un cadre technique à la Fédération française de boxe depuis 1 an et demi maintenant. C'était l'ancien entraîneur de l'équipe de France de MMA, amateur. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, le DTN de la boxe, Patrick Vinck, est celui qui, avant d'être à la Fédé Boxe, il a porté le projet de structuration du MMA. Donc vraiment, il y a que des gens bienveillants qui ont porté le projet, que des gens bienveillants au sein de la Fédé Boxe qui ont porté le projet du MMA. Donc voilà, franchement, tous les voyants sont au vert. On a tout ce qu'il faut pour accompagner le MMA. Maintenant, on a besoin évidemment de tous les gens du MMA, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la boxe qui va faire le MMA. On l'encadre, on la structure, on a un accompagnement. Ce sont les acteurs du MMA eux-mêmes qui vont diriger le MMA. De la même manière, les gens de la boxe qui étaient un peu inquiets, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? La boxe, c'est pas le MMA. Non, on n'a pas dit que la boxe, c'est du MMA. La boxe va continuer à être la boxe, le MMA sera le MMA. Voilà. Et au regard de la tendance globale, est-ce que vous n'avez pas peur, une certaine appréhension de se dire potentiellement le MMA va peut-être devenir plus important que la boxe anglaise en France d'ici quelques années, parce que mondialement en tout cas aujourd'hui, on voit que l'UFC écrase tout, les plus grandes stars, les Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, quand ils combattent, aujourd'hui ils battent les records de pay-per-view. En France, quand on voit les Francis Ngannou, les Cyril Gane et des grands noms qui sont dans les meilleurs mondiaux, on retrouve pas forcément ça en anglaise. Ouais, alors au niveau international, non, pas encore. Le MMA n'a pas rattrapé la boxe anglaise. Les plus gros chiffres de pay-per-view sont pour les combats de boxe anglaise. Les plus grosses bourses sont pour les combats de boxe anglaise. La plus grosse économie, c'est encore la boxe anglaise. On a encore vu avec Tyson Fury, Wilder, avec Mayweather, avec Canelo Alvarez qui a signé le plus gros contrat d'un boxeur de sport de combat, d'un combattant de sport de combat avec une chaîne de télévision, DAZN. Voilà. Donc la boxe anglaise va vraiment dans le business un temps d'avance. Voilà. Mais faut pas avoir le MMA n'est pas à la place de la boxe. Le MMA, il est en plus de la boxe. Ce sont 2 disciplines qui se ressemblent énormément dans la manière d'être structurées, dans leur marketing, dans le matchmaking, enfin tous les. J'ai appris un peu cette formule, j'ai expliqué ça au ministère, c'est-à-dire que quand on prend le langage du MMA, il ressemble énormément au langage de la boxe. C'est-à-dire que quand on parle de ring, on parle de round, on parle de, il y a un speaker, des ringers, il y a des bandages, des gants, tout ça c'est du vocabulaire de boxe qui s'applique également au MMA. On parle vraiment le même langage. Donc il y a pas de concurrence. Voilà. Ce qui est plus important, c'est que la communauté, encore une fois, MMA est plus importante. Voilà. Mais vous pensez bien que les Américains de la boxe sont associés aux Américains du MMA, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Ils se font grandir tous les deux. La preuve encore, c'est que là, Tyson Fury vient de remporter le titre de champion du monde face à Deontay Wilder. Premier défi, premier challenge qui a été lancé, c'est Francis Ngannou. Ce sont les gens du MMA qui viennent à la boxe et pas l'inverse. Donc vraiment, il y a des passerelles assez évidentes. L'un va pas manger l'autre, au contraire, les deux vont se faire grandir, j'en suis persuadé. D'accord. Ouais. Ouais, c'est l'objectif aussi, j'imagine, pour nous, à notre petit niveau français, évidemment, on n'a pas du tout la même échelle de financière, structurelle entre les Français et les Américains. Non, mais après, j'imagine que vous vous dites qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir, parce qu'aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'il y avait en France, il y a quand même un certain nombre de champions qui ont réussi à émerger, et là, quand il y aura une structure derrière, mine de rien, il y a un certain potentiel. Il y a un grand potentiel de combattants de MMA en France parce qu'il y a une grande culture de sport de combat en France. Voilà. Ce soit à travers les boxeurs, kickboxeurs, judoka, karatéka, voilà. Et le MMA ouvre une nouvelle voie. Voilà. Pour ceux qui voudraient voir autre chose, et maintenant on n'est même plus dans la situation où ce sont d'anciens champions d'une discipline qui se dirigent vers le MMA. Maintenant le MMA a ses propres champions purement formés MMA. Voilà. N'empêche que ça va attirer certains judokas, certains lutteurs, certains boxeurs qui veulent envie de vivre autre chose. Voilà. Certains kickboxeurs. Certains aussi, parce que c'est un peu en trompe-l'œil. Je connais pas mal de kickboxeurs qui se disent le MMA c'est facile, ça va aller vite.
en prenant l'exemple de Francis Ngannou. Voilà, le gars en 4 combats, le mec il se retrouve dans le top 5 UFC. Voilà, mais non, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et surtout dans les plus petites catégories. Bah oui, bien sûr, voilà. Ouais. Non, puis en plus, les prize money montent très très haut. En 3-4 combats, ceux qui sont attractifs peuvent monter très très haut. Donc ça fait rêver les gars du kickboxing qui prennent des bourses pas toujours très élevées. Eh ben, s'ils se disent, moi je fais du MMA, je vais monter vite, en plus au niveau pied-point, ouais, mais il faut pas négliger le sol. Enfin, tout ça, ça rend les sports de combat, les arts martiaux encore plus attractifs, encore plus passionnants, parce qu'on a envie de savoir justement comment vont se débrouiller les anciens champions de discipline dans le MMA, est-ce qu'ils vont tenir la route face à des vrais, purs combattants made in MMA. Donc c'est vraiment, ça ouvre tout le champ des possibles. Et puis encore une fois, c'est la communauté vraiment. Moi je suis bon. En France, il y a une très très grosse communauté MMA de fans, mais qui ne pratiquent pas le MMA. Voilà. Et donc cette communauté de fans va certainement maintenant passer à l'acte entre guillemets, c'est-à-dire venir dans les clubs, voilà. Et pourquoi pas faire des compétitions ou développer le MMA loisir comme amateur aussi, amateur bien sûr, ouais. Ou même le loisir. Voilà, la boxe loisir cartonne. Il y a aujourd'hui 3 fois plus de pratiquants loisirs que de compétiteurs, même amateurs. Voilà. Des gens qui ne prennent même pas de licence d'ailleurs. C'est un des soucis de la boxe, c'est de dire comment on peut ramener tous ces gens qui pratiquent dans des clubs privés, qui font de la boxe en loisir pour le fun ou comme un outil de bien-être, de remise en forme. Comment les amener à prendre une licence? Parce qu'il y a plein de licenciés en boxe qui nous échappent. Et ça va être le même cas en MMA. Pour le MMA. Ouais. Et pour la boxe, pour revenir à ce sport, ça fait un moment que, par exemple, moi je suis très fan de boxe anglaise, mais les meilleurs ne s'affrontent pas. Et est-ce que pour vous, à la ligue professionnelle, c'est le gros objectif de faire en sorte que, avant que les Français aillent à l'étranger, les meilleurs puissent s'affronter pour générer aussi de l'intérêt du public? Parce qu'on se souvient du Vitus Euro à la fin de l'année qui était quand même à Bercy, et là, les gens étaient tous il est peut-être arrivé un peu tard ce combat-là dans la carrière des deux, mais au moins on l'a vu. Ça a été un de nos chantiers prioritaires à la ligue professionnelle de boxe. C'est-à-dire que faire en sorte que les Français, les boxeurs français, qui passent leur temps à se monter des palmarès bidons face à des boxeurs bidons, voilà, non, mais faut dire la vérité, voilà, retrouvent l'habitude de s'affronter pour le titre national, pour déterminer qui est le meilleur français. Et en plus, ça fait monter le niveau, tout le monde y gagne, parce qu'un combat franco-français, ça a forcément plus d'attractivité, ça génère plus de passion, plus d'engagement des boxeurs, plus de tout, voilà. Et donc on a dans le championnat de France, on a mis un cadre particulier, c'est-à-dire que le champion de France, avant, il pouvait défendre son titre par dérogation. Donc il choisissait qui il voulait. D'accord. Voilà. Et le challenger, on lui demandait s'il acceptait la place de challenger. Et si le champion de France est trop fort, oh, j'affronte pas. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus de dérogation possible. Et le challenger est désigné et il doit affronter le champion de France. S'il veut pas, il prend 3 mois de suspension et il est inéligible pendant 1 an. Voilà. Donc, tu t'es engagé dans le championnat de France, tu y vas. Et si tu es forfait, tu prends 90 jours de suspension. Parce qu'il y a aussi une culture du forfait dans la boxe et dans les sports de combat en général, notamment du forfait de dernière minute. Voilà. Et ben là, on a vraiment lutté contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a multiplié par, on a fait plus 33% du nombre de championnats de France, alors que maintenant c'est forcément le champion contre le numéro 1, voilà. Et du coup, on a beaucoup plus d'engagés dans les compétitions nationales. Il y a des galas de boxe anglaise absolument partout en France, tous les week-ends, voilà. Et ça a vraiment fait monter le niveau et ça crée de l'émulation et de la croissance. Et mondialement même, et en France, comme je vous l'avez dit, il y a vraiment ce problème des bilans qui sont un petit peu fabriqués, quelqu'un qui a 10-0, qui a affronté que des adversaires qui sont négatifs. Ça, c'est quoi? C'est un mal propre à la boxe de se dire aujourd'hui, il faut obligatoirement avoir le 0 si on veut avancer? Il y a cette idée-là, voilà, et puis après, comme la boxe, la boxe est livrée en pâture à des promoteurs privés. Et donc, ces promoteurs-là, ils ont leurs petits protégés, leurs boxeurs. Et ce qu'il faut, c'est construire leur carrière. Donc, donner l'illusion à son diffuseur, à ses partenaires et à ses collectivités locales que la petite pépite qu'on a, c'est un gars qui vient d'un autre monde et qu'on a trouvé The Pépite. Et donc The Pépite, il ne faut pas qu'il soit mis en difficulté, mis en danger. Donc on lui met des adversaires, les combats ne sont pas arrangés, mais l'adversaire est tellement faible qu'on est sûr de la victoire de son adversaire, de son boxeur. Voilà. Et on le fait monter comme ça, sauf qu'à un moment donné, il ne peut plus se cacher. Et ce qui est arrivé régulièrement, c'est qu'un mec a un palmarès de 20-0, 25-0, au premier adversaire difficile, c'était terminé.
fin de carrière ou gros coup au moral, voilà. Donc on a intérêt à faire monter le niveau. C'est exactement le principe de la boxe amateur. Les mecs passent par le quart de finale, demi-finale, finale du championnat de France, et le meilleur, il va aux Jeux Olympiques, à condition qu'il se qualifie. Voilà. Et donc cet état d'esprit-là, c'est ce qu'on essaie d'insuffler à la boxe professionnelle, et ça repart. Vraiment, là, on a des affiches pour les championnats de France qui sont vraiment terribles, quoi. Voilà. Et après, le but, parce que nous, on a la maîtrise à la ligue professionnelle sur le niveau national. Voilà. Et après, ça peut se reproduire au niveau international. Si on prend la catégorie des super welter en France, vous avez parlé de Soro Vitu. Il y a aussi Dylan Charat qui est très fort. Il y a aussi Zakaria Atou qui est très bon. Il y a Souleymane Sissoko qui est très bon. En fait, il y a 8 ou 9 Français qui ont au niveau européen, voire mondial. Et ces mecs-là ne s'affrontent jamais. C'est grave, parce que Vitu Soro, c'est arrivé trop tard, effectivement. Voilà. Le combat n'a pas du tout été à la hauteur de l'attente qu'il a générée. Est-ce que pour vous, ce serait possible, donc au niveau, par exemple, européen ou sinon mondial, d'avoir ce même système où le numéro 1 est obligé d'affronter le premier, ou le fait qu'il y ait tellement de ceintures pour une telle pour telle ou telle catégorie fait que on pourra jamais avoir ce qui se passe par exemple à l'UFC. Le problème, c'est que ce sont des fédérations privées. Donc nous, on a la main sur les classements français. Voilà. Dès que ça passe à l'international, la WBA, par exemple, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut inventer des titres. C'est ce qu'elle fait. Oui, on l'a vu. Il y a un champion, puis ça devient un champion régulier. Il y a un super champion, il y a un champion gold, il y a un champion par intérim. En fait, le but, c'est quoi? C'est de multiplier les faux titres pour encaisser les taxes. Parce que les fédérations internationales ne vivent qu'à travers les taxes qu'elles imposent pour les championnats du monde. Une taxe entre 15 et 25 000 euros. Bon, plus on a 25 000 euros, voilà. Et donc, plus ça fait rentrer d'argent. C'est la seule logique. Donc, eux, leurs classements sont complètement biaisés. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et il n'y a pas de fédération comme les autres. Enfin, la boxe échappe à toute logique par rapport aux autres sports. Les gens ne connaissent pas la boxe, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de fédérations, c'est quoi ces classements? Il y a 10 champions du monde partout. Il y a 10 champions du monde, voilà. Mais l'UFC, c'est un petit peu pareil. Sauf que les meilleurs s'affrontent, là, voilà. Mais l'UFC, sa ceinture, ça ne concerne que les gens de l'UFC. Complètement. Mais il y a des classements équipés. Il y a des classements UFC. Ouais, complètement. Mais ça ne veut pas dire que le champion poids lourd, c'est le champion du monde. Tout à fait. Il n'y a pas de champion du monde professionnel de MMA. Ça n'existe pas. Mais l'avantage, c'est qu'à l'UFC, en fait, ce que j'aime bien en MMA par rapport, par exemple, à l'anglaise, c'est que si quelqu'un comme Habib gagne des combats, il va être obligé d'avoir un moment de title shot. Alors, bien sûr. Alors qu'en anglaise, si, par exemple, on est comme Luis Ortiz, on va attendre que vous ayez 39 ans pour vous dire, bon, allez, on va vous prévenir pour un title shot. Tout est une question d'argent et de business. Le boxeur qui est attractif, qui a une ville derrière lui, qui a une télévision derrière lui, qui a un public derrière lui, il a toutes les chances d'aller beaucoup plus vite que le mec lambda, qui est peut-être plus fort que lui, mais il n'a pas de modèle économique derrière lui. Voilà. Le mec qui arrive, il est pas spectaculaire, il intéresse personne, en plus il est un peu chiant en interview, c'est pas un bon client, lui il a rien pour lui. Voilà. Donc on va privilégier franchement un Conor McGregor qui a une grande bouche, par exemple, en MMA, mais c'est loin d'être le meilleur combattant. Voilà. Après on l'adore ou on le déteste. N'empêche qu'il fait beaucoup de vues, il génère beaucoup d'argent, et dans le business du MMA ou des sports de combat en général, l'attractivité du combattant, c'est ce qui fait sa valeur. Ouais, tout à fait. Et réussir à remettre le sportif en avant, j'imagine que c'est extrêmement compliqué, surtout quand il y a les droits télé et tout ça, puis aujourd'hui même les réseaux sociaux, tout simplement, qui permettent de faire pareil. À quel point c'est compliqué ça justement de dire, aujourd'hui on a quelqu'un qui certes ne va pas être bankable, mais qui est extrêmement talentueux. Faut réussir à le mettre en avant, et il représente quelque part l'avenir de la boxe en France. Alors, d'abord, on juge un boxeur sur son niveau de performance. Voilà. Donc le mec, déjà, aujourd'hui, pour qu'il soit très populaire, il faut qu'il soit fort. En plus, il faut qu'il soit bon client télé. Et en plus, il faut qu'il ait une histoire, le storytelling. Ils adorent les Américains. Tyson Fury, il coche toutes les cases. Il est magnifique. Grand, costaud, déconneur, dépression, alcool, cocaïne, il remonte la pente, il renaît de ses cendres, voilà. Il bat le mec présenté comme un tueur, il lui donne une leçon de boxe. Après, il prend le micro, il chante en tue-tête, tout Las Vegas derrière lui. Il est magnifique. Donc là, on a le personnage qu'il faut. Il sera beaucoup plus attractif alors c'est du MMA, mais un Stipe Miocic, par exemple. Il n'intéresse personne parce qu'il est lisse. Il est quand même bon content. Ouais, mais il est lisse, il est lisse. On va toujours privilégier malheureusement, c'est comme ça, le trash talking, voilà, à quelqu'un qui est le bon gendre idéal, bien sous tout rapport, il fait moins vendre. Voilà.
d'un côté, il y a certains, par exemple, je pense à Anthony Joshua, qui lui, à Célis, a eu un super parcours, parce que, et savoir si on pourrait avoir Anthony Joshua en France, à savoir quelqu'un qui arrive à faire quasiment tous ses combats dans son pays, remplir des stades, et ensuite qui fait ses débuts à l'étranger à 30 ans, alors qu'il a déjà le statut de superstar. Le modèle Anthony Joshua, ça aurait dû être le modèle de Tony Yoka. Même profil, champion olympique, poids super lourd. Derrière, il signe un contrat pro avec une grosse chaîne de télé. Beau gosse, il part bien, athlétique, élégant, très à l'aise, très intelligent. Les deux sont très intelligents. Voilà. Sauf que ce qui a fonctionné avec Anthony Joshua, il y a eu quelques accros du côté de Tony Yoka. Donc voilà, après, l'entourage n'est pas le même. Mais vous pensez que c'est aussi une question de pays, par exemple, où non. La culture en France du sport n'est pas la même qu'en Angleterre? C'est ça qu'en Angleterre, il y a une vraie culture de fan. Ouais. Voilà. L'anglais, quand il va avoir un match de foot, même de 3e division, il y va, il paye sa place, il a le maillot de l'équipe dès le plus jeune âge, même si c'est un club de 4e division, voilà, il y a un vrai... de son père qui lui-même exactement, il y a cette culture vraiment du sport qui est très ancrée dans les pays anglo-saxons, qui a beaucoup moins en France. N'empêche que Tony Yoka ça aurait pu très bien prendre. D'accord. Voilà. Après, c'est l'entourage. Ils ont fait des erreurs de communication, des erreurs de matchmaking aussi, beaucoup. Là, donc du coup, ça s'est retourné contre lui. Ça reste quand même un énorme potentiel. Moi, je suis convaincu que Tony Yoka, techniquement, physiquement, il est au-dessus d'Anthony Joshua. Voilà. Il a besoin de boxer, voilà, de montrer. Mais intrinsèquement, en qualité pure, il est au-dessus. Anthony Joshua n'avait pas du tout les qualités techniques de Tony Yoka. Donc il y a eu un départ difficile. Et peut-être que là, il va combattre au Madison Square Garden, là. Le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de sortir un peu de sa zone de confort, voilà, et ça va le propulser. De toute façon, il a plus de temps à perdre. Oui, complètement. C'est un peu ça, c'est vrai, qui a été le compliqué avec Tony Yoka, c'est ces années perdues, parce que là, il a 27 ans aujourd'hui, seulement 7 combats pro, et il faut accélérer, parce qu'on voit, par exemple, Daniel Dubois contre Joe Joyce, eux, ils s'affrontent directement, quitte à mettre leur statut d'invaincu en jeu. Bien sûr, voilà. Parce que les Anglais ont compris que pour vendre des billets, pour faire de l'audience à la télévision, il faut que les meilleurs s'affrontent. Voilà. Et Joe Joyce n'attend pas d'être champion du monde pour affronter Daniel Dubois. Là, on a deux gros prospects, deux grands espoirs de la boxe anglaise. Et ils s'affrontent. Les deux vont sortir grandis de toute façon. Même il y en a un qui va perdre, certainement. Mais il vaut mieux une défaite honorable contre un très bon que 10 victoires contre des pommes de terre. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est la logique des Américains, c'est la logique des Anglo-Saxons, et ça va être la logique des Français. D'accord. Voilà, je pense à tous les niveaux. Là, on va comprendre que si on veut que la boxe vive, que la boxe reste un grand sport populaire, il faut que les meilleurs s'affrontent. Et le switch, ce sera quoi? Ce sera économique de se dire, à un moment donné, c'est grâce à ça, ça va générer plus d'argent. Au contraire, c'est ce travail un peu pédagogie, toujours expliqué. Tout est lié en fait. Voilà, si les meilleurs s'affrontent, évidemment, économiquement, ça va se retrouver. Alors, on a beaucoup plus. Si on prend l'exemple du dernier gros gala qu'il y a eu à Bercy avec Soro-Vitu, voilà. Ce qui a fait vendre les billets, c'est Soro-Vitu. C'est pas Goulam Irian qui vient du championnat du monde contre un Australien, on sait même pas qui c'était, il était 0 sur le ring. Voilà, ça fait pas vendre un ticket, ça. Voilà, l'intérêt c'est les Soro-Vitu, même si le combat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. L'affiche et toute la com qui est autour, voilà, c'est ça que les Français ont envie de voir. On veut voir des beaux combats franco, des combats équilibrés, à petit niveau, à moyen niveau et évidemment à haut niveau. Et après, au niveau, c'est une question d'argent. Ouais, exactement. Ah, oui. Voilà. C'est aujourd'hui, par exemple, si Tony Yoka, ça se passe bien pour lui, ce que je lui souhaite, là, aujourd'hui, dans le modèle économique, il peut faire des combats. Ouais. Voilà. Mais s'il va affronter un Joyce, par exemple, la France, aujourd'hui, n'a pas la capacité économique de mettre 20 millions de dollars sur un combat de boxe. Voilà. Oui, c'était surtout ça, moi, en fait. C'est si c'était possible, par exemple, de dire, on fait ce combat Joyce contre pour la revanche du fameux titre. Ah, bien sûr. De faire ça au Stade de France. C'est très compliqué, c'est très difficile. Est-ce qu'on remplit le Stade de France avec un combat de boxe? Je crois pas. La U Arena peut-être. Bercy, oui. Est-ce qu'on est capable de sortir 1 million? Parce que à ce niveau-là, c'est pas des champions du monde encore, donc ça reste quand même entre la 50 et la 30e place mondiale. Donc c'est des bourses normalement qui doivent pas dépasser $1 million chacun. Faut sortir 2 millions. Voilà, les gros droits TV, c'est à peu près aujourd'hui entre 400 et 600 000 euros par gala que donnent les diffuseurs. Et faut trouver, si on fait un combat à 2 millions d'euros, plus la location de tout, c'est un budget de 2 500 000 euros. Faut trouver le modèle économique pour le financer. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis pas sûr pour l'instant qu'on ait la capacité en France
de réussir D'avoir à les moyens. organiser. Malheureusement. Et là, donc, vous êtes, bien évidemment, dirigeant aujourd'hui, mais passionné avant tout. Ah oui. Et donc, le combat de Deontay Wilder contre Tyson Fury, est-ce que ça vous a surpris? Parce que, personnellement, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, avec Tyson Fury, on sait pas, Oui, on sait on sait pas à quoi s'attendre. En fait, ça peut être nul, ça peut être ennuyeux, comme ça peut être passionnant. Moi, j'adore le personnage. Ouais. Voilà, même chose, mais il est insaisissable. il est attachant. Ouais. En plus, il joue pas. En plus, il est vraiment comme ça. Il est vraiment très attachant. Wilder, on sait qu'il est très limité techniquement, qu'il repose tout sur sa droite. Par contre, faut pas la prendre. Par contre, j'étais très étonné, non pas par le niveau de Fury, mais par la faible prestation de Deontay Wilder. Il avait peur. On lisait la crainte dans son attitude, dans son regard, tout le temps sur le reculoir comme ça. À chaque impact, il était en panique. C'était étonnant. Il était méconnaissable. Donc un tout petit Deontay Wilder, il m'a fait penser à Joshua quand il a perdu contre Ruiz. Même chose, oui. Il était méconnaissable. On a eu ce fameux coup au troisième. Voilà, qui a peut-être justement déséquilibré pour la suite. Donc là, on a vu les limites de Deontay Wilder. Et puis là, on attend maintenant le gros combat entre Anglais. Mais Joshua contre Fury. Mais est-ce qu'on l'aura ce combat? Parce que c'est ça aussi. En anglaise, par exemple, il y a différents promoteurs, et ensuite c'est donc Joshua le A-side. Ouais. Pour l'instant, ils ont à chaque fois proposé 60-40 et Fury dit non, je veux 50. Et on risque, comme à chaque fois ou comme très souvent, d'avoir soit ce combat trop tard, ou soit de jamais l'avoir. Exactement. C'est vraiment ce qui pourrit un sport comme la boxe, c'est ça, c'est l'attente, parce que l'un a un promoteur, l'autre en a un différent, il a un diffuseur, l'autre n'a pas le même. Aujourd'hui, il y a des moyens de s'entendre. Et puis parfois, il y a une mauvaise volonté d'un des boxeurs qui ne veut pas se mettre en difficulté, donc il sait que c'est très trop dangereux, il veut pas perdre toute sa crédibilité. Voilà, donc du coup, moi je pense que si quelqu'un a chopé la négociation, ça marche pas, c'est Joshua qui ne veut pas. Moi, Joshua, j'ai toujours trouvé que c'était un produit marketing. Voilà, c'est un gars dont la carrière a été montée de toutes pièces. Moi, j'étais aux Jeux Olympiques à Londres, quand Joshua devient champion olympique. Heureusement que c'est à Londres. Oui, voilà, la bienveillance qui l'entoure depuis ses débuts, elle est impressionnante. Voilà, c'est-à-dire qu'à Londres, sur 4 combats, il y en a 3 qu'il a perdu. On lui a donné son titre olympique. Oui, mais franchement, voilà, c'était voilà. Derrière ça, ils ont construit le storytelling c'était très bien fait au niveau marketing, voilà. Et derrière, ils lui ont mis que des mecs pas terribles, voilà. Son grand combat phare, c'était de boxer Klitschko, qui avait 41 ans, qui avait pas boxé depuis 1 an et demi. Il s'en sort miraculeusement avec son uppercut là, mais il était dominé tout le combat, voilà. Bon. Tant mieux pour lui, voilà. Mais moi, il m'a pas convaincu après contre Parker, pas convaincu contre Carlos Takam. Mais j'ai jamais trouvé terrible Joshua. Voilà. Contre Andy Ruiz, il a montré plus que ses limites. Même le deuxième combat, la revanche, c'était nul. Il se sauvait tout le temps, mais c'était inintéressant. Vraiment, voilà. Donc c'est pour ça, Joshua. On aimerait bien voir Joshua se mettre en difficulté, soit contre Wilder, soit contre Fury. Et même si, là, voilà, par exemple, le combat contre Wilder arrive trop tard, parce que maintenant que les deux ont perdu. Ouais, mais bon, c'est pas parce que Wilder a perdu, je pense qu'il était vraiment dans un mauvais jour, voilà, que ça va discréditer tout ce qu'il a fait auparavant. Wilder, il reste dangereux, quoi qu'on dise. Voilà, mais là, pour les fans, nous, on sait qu'effectivement qu'il reste dangereux, mais la personne qui regarde de temps en temps les galas sur Canal+, par exemple, là maintenant, il va dire, Wilder, il a perdu contre Fury, c'est plus ce monstre. Il est faillible, il est vulnérable, il a perdu sa virginité, entre guillemets, voilà. N'empêche que ça reste un mec très dangereux. Et celui qui pointe droit de Wilder de plein fouet, je pense qu'il peut se retrouver les bras en croix. Après, il est très limité techniquement, il n'a pas beaucoup d'armes, parce qu'il a commencé la boxe très très tard, il n'a pas le background d'un mec qui a fait une grande carrière amateur, donc, mais il reste quand même très très attractif. Et là, franchement, chez les poids lourds, là, il y a toute une génération qui arrive. Joyce, Dubois, Ergovic, très très bon. Alabja, c'est très très fort au niveau Yoka. Non, il y a du. Et puis Usyk, mine de rien, qui a fait sa montée. Là. Ouais, Usyk, alors, il aura toujours un déficit de 20 kilos et ça me paraît difficile. Il y a Gassiev aussi qui est monté. Non, il y a du. Quand on reparle de la concurrence, la rivalité qu'il peut y avoir entre MMA et boxe, non, la boxe renaît complètement. Ouais. Voilà, il y a les gros combats. Canelo, ça cartonne en audience, ça génère des sommes pas possibles. Oui, mais il y a toujours ce côté, par exemple Canelo contre Kovalev, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce combat-là il y a 6 ans, ou enfin, allez, il y a 3 ans même, quand Kovalev était toujours Kovalev, là il l'a pris au moment opportun. Oui, mais alors je pense que Canelo, il a pris tout le monde. Donc voilà, d'ailleurs, il a pris à 20 ans, il a pris Mayweather, voilà, qui n'était pas prêt du tout, voilà. Ce serait pas du tout le même combat.
Ça me fait mal quand les gens remettent en boucle la leçon qu'a donnée Mayweather. Bah oui, il y avait un gamin en face de lui. Voilà, ce serait pas du tout la même chose aujourd'hui avec le Mayweather de l'époque. Voilà. Non, Canelo, je pense pas qu'il regarde qui que ce soit. Il a pris Golovkin quand il fallait. Non, c'est un. Après, oui, c'est sûr que Kovalev est en bout de course là. Le vrai défi en mi-lourd, c'est d'aller défier ou Callum Smith ou Beterbiev. Oui, Arthur Beterbiev, c'est des frappeurs d'un autre monde là. Voilà, donc mais en fait pour vendre, parce que DAZN, son modèle économique fonctionne sur le nombre d'abonnements. Voilà. Ils ont besoin de grosses affiches. Et un Canelo contre un mec moyen ou pas terrible, ça n'intéresse pas. Kovalev, ça avait une saveur. Parce que Canelo, c'est un poids moyen, voire un super welter qui monte en mi-lourd. Kovalev, il restait sur une grosse victoire. Et puis surtout avec le contrat garanti de Canelo, quand ils mettent 35 millions par combat, faut qu'il y ait quelqu'un. Faut qu'il y ait quelque chose en face, c'est ça, faut que ce soit attractif. Et donc la toute dernière question, ça va être sur est-ce qu'une passerelle par exemple serait possible avec, je sais pas si vous êtes au courant, Zuffa Boxing, l'UFC qui veut lancer sa ligue de boxe. Est-ce que pour vous, ce modèle-là, en implantant le modèle UFC en boxe pro, serait possible? Donc à peu près ce que vous faites en France, mais là au niveau international. Bien sûr. Et pour autant, Dana White, le président de l'UFC, s'est heurté un certain nombre, on va dire, de barrières. Il devait lancer ça en octobre de l'année dernière. Là, c'est toujours pas arrivé parce qu'ils ont des grosses ambitions. Ils voulaient signer Joshua. Là, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc visiblement, c'est quand même assez compliqué. Les fédérations internationales vont tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Parce qu'à partir du moment où l'UFC crée son circuit privé avec sa ceinture UFC, forcément, les mecs iront plus en WBC, en WBA, en IBF ou dans d'autres fédérations. Donc, les autres fédérations vont tout faire pour que ça fonctionne pas. Après, rien ne l'interdit. Le kickboxing le fait très bien avec le Glory ou avec le ONE FC, Bellator, voilà. Donc tout ça, voilà. Donc c'est possible. On peut très bien le faire en boxe anglaise avec des formats plus courts, plus adaptés à la télévision. C'est vrai que ça peut être un peu zapogène, un combat en 10 ou 12 reprises. Voilà. Ce qui est bien en MMA, c'est que, comme en kickboxing, c'est que ce sont des formats adaptés à la télé, des formats courts. 3 ou 5 rounds. Un combat est pas intéressant, on sait qu'un quart d'heure plus tard, le suivant risque de l'être. En boxe anglaise, on part sur des formats très très longs. Et ça peut être assez ennuyeux. Voilà. Il arrive parfois, quand on parle des mecs, des petites mitraillettes comme ça, il se passe pas grand chose et c'est peut-être attentiste. 12 rounds, c'est très long, ça fait quand même 50 minutes, avec les minutes de repos. Donc ça fait vraiment. Donc réadapter la boxe à un produit télé où les meilleurs s'affrontent. Et ce sera en plus moins traumatisant parce que des combats en 6 rounds, par exemple, c'est moins traumatisant qu'en 12 reprises médicalement, parce que les coups qui font les plus mal, les études médicales l'ont prouvé, ça va partir de la 5-6e reprise, que le cerveau encaisse moins, que le combattant est moins aguerri physiquement. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. À condition que les meilleurs s'affrontent. Oui, ici, de très gros boxeurs. Et c'est l'objectif de toute façon, je pense, pour l'UFC, parce qu'ils vont pas venir pour signer des nobody. Ah non, c'est clair, c'est clair. Et puis après, ils feront des passerelles, les mecs qui vont se défier en MMA. Complètement, c'est avec Francis Ngannou qui vont par exemple affronter Tyson Fury, aussi Stipe Miocic. C'est une très mauvaise idée. Oui, complètement. Parce qu'au-delà de l'effet buzz, il n'a aucune chance, objectivement. Voilà. Pour les deux. Un combattant de MMA qui aime la boxe anglaise, comme Conor McGregor, il n'a même pas le niveau d'être champion de France ou de champion d'Irlande, amateur. Complètement. Pas mentir aux gens. Oui, mais il a fait match nul d'ailleurs dans son combat amateur qu'il avait fait il y a quelques semaines. Oui. Donc voilà, faut de la même manière. Et l'inverse, oui. Exactement, qu'un gars de pure boxe dans une cage de MMA, à moins qu'il arrive à le toucher tout de suite, mais a priori il a très très peu de chance. Voilà. Donc, faut le dire aux gens parce que ça. Oui, parce que ça fait partie du folklore. Je me rappelle au moment de McGregor Mayweather, au-delà de l'intérêt business que je comprends tout à fait. Voilà, faire croire que McGregor avait une chance ne pas comprendre que Floyd Mayweather l'a laissé boxer pendant 8 ou 10 reprises pour pas le ridiculiser et que c'était marqué dans le contrat. Les deux devaient sortir gagnants. L'un parce qu'il est beaucoup plus fort, c'est un boxeur, et quand il a décidé d'accélérer, c'était fini. Et l'autre parce que le fait d'avoir tenu 8 rounds avec Floyd Mayweather, il avait gagné aussi. Il fallait surtout pas qu'il finisse les bras en croix. D'où l'intervention de l'arbitre avant qu'il tombe. Voilà, tout le monde est gagnant. Voilà, tout ça c'est du business. Et tous les gens qui s'excitaient comme ça, je dis les gars, arrêtons, faut être sérieux. Voilà. Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Je suis un fan de votre site. Oh là là, merci. Soit.